Bienvenue à tous dans cette discussion sur l'ingénierie en aquaculture. On va plonger dans les aspects du métabolisme des poissons et les technologies de séparation pour traiter la qualité de l'eau. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ces techniques, changent vraiment la donne pour optimiser la production aquacole. Exactement. Prenons, par exemple, le métabolisme des poissons. On voit que la façon dont les poissons transforment les nutriments en énergie et ensuite excrètent des produits comme l'ammoniac ou des composés organiques Oui, joue absolument, un rôle crucial dans la qualité de l'eau. c'est vrai. Et là, le facteur d'importance est la composition de l'alimentation, non? Les protéines, lipides et glucides, chacun avec ses particularités digestives, influencent directement le niveau des impuretés. Oui, c'est exactement ça. Par exemple, quand on parle de protéines, c'est le principal contributeur en azote. Quand elles se dégradent, elles produisent de l'ammoniac qui passe par les branchies ou est excrété sous forme d'urée, et D'accord? ensuite cet azote impacte les systèmes de traitement de l'eau. Ah, donc la digestion incomplète des protéines, comme cela arrive avec 10-15% d'indigestibilité, augmente les risques d'accumulation d'impuretés dans l'eau. C'est un cercle qui nécessite d'être bien optimisé, non? Exactement. C'est presque comme on essaye de réduire le gaspillage en alimentation. On veut minimiser les pertes non digestibles, tout comme on conçoit des circuits de recyclage efficaces pour l'eau usée. C'est une analogie vraiment parlante. Le fait de substituer une partie des protéines coûteuses par des lipides, qui, comme on le sait, fournissent 2 fois plus d'énergie, est aussi une stratégie intéressante. Précisément. Mais attention, même les lipides posent un défi. Environ 10% sont indigestibles et se retrouvent dans les fesses, ce qui, contribue encore aux impuretés organiques, Oui, c'est un entre compromis. l'efficacité énergétique et la gestion des déchets. Et puis, il y a les glucides, les moins coûteux, qui agissent aussi comme liants dans la fabrication des granulés de nourriture. Leur digestibilité varie selon les espèces. C'est vraiment complexe, n'est-ce pas? Oui, c'est comme on joue avec des ingrédients multiples pour optimiser la santé du poisson tout en réduisant les résidus problématiques dans l'eau. Ça nous amène au sujet de la séparation des impuretés, non? Exact. Et ici, le livre décrit, 3 grandes approches. La séparation physique, chimique et biologique, Exactement, bien dit. chacune ayant ses spécificités. Commençons par la séparation physique. On parle de grille, de filtre, de décantation et même d'aspiration par bulle dans la flottation assistée. C'est incroyable comment la différence de densité peut être exploitée. Oui, et c'est un principe simple mais efficace. Par exemple, utiliser un microscreen pour éliminer les particules de taille supérieure à 1 mm, c'est comme filtrer un café. On sépare les grains de l'infusion. Je vois bien l'image, et du coup la séparation chimique entre en jeu pour, disons, précipiter les substances dissoutes, comme le phosphate, utiliser de l'aluminium, du chlorure ferrique ou même de la chaux pour forcer la formation de particules insolubles. Exactement. C'est assez ingénieux, même si, il faut s'assurer que ces produits chimiques ne soient pas toxiques pour une réutilisation de l'eau dans la production de poissons, Absolument, c'est pour crucial. protéger la santé des animaux. Le point critique reste le paradoxe entre efficacité et sécurité. La gestion de ces précipités doit être subtile pour ne pas introduire d'autres risques. Oui, car ensuite, il y a la séparation biologique, qui utilise des organismes comme bactéries ou algues pour assimiler les nutriments dissous, spécialement pour le phosphore. C'est une approche presque naturelle, non? C'est vrai, c'est fascinant. Je veux dire, qui aurait cru que des bactéries, comme les PAO dans le processus EBPR, pouvaient accumuler jusqu'à 5-7% de phosphore dans leurs cellules? Exactement. C'est une stratégie reposant sur un cycle anaérobie-aérobie. Dans le réacteur anaérobie, les bactéries libèrent le phosphate. Et une fois dans le réacteur aérobie, elles le réabsorbent en excès, diminuant ainsi la concentration dans l'eau. C'est vraiment ingénieux, mais
On pourrait se demander si ce système n'est pas trop complexe à mettre en œuvre dans certaines installations. C'est une observation très pertinente. La complexité du système demande une surveillance rigoureuse et une maintenance adaptée, ce qui peut être un frein Oui, pour je des suis d'accord. exploitations de moindre envergure. Mais pour des installations industrielles, l'investissement peut être rentabilisé. L'enjeu reste donc la conception d'un système global où on optimise la nutrition des poissons et, au même temps, la qualité de l'eau par ces méthodes de séparation. Oui, et il faut aussi tenir compte du bilan énergétique. Pour chaque kilo de poisson, environ 20 mg sont nécessaires pour la croissance et une partie de cette énergie se retrouve dans les fesses non digérées. C'est comme une balance entre énergie apportée et énergie perdue dans le système. En parlant d'énergie, cela me rappelle que la décomposition des déchets à haute énergie nécessite de grandes quantités d'oxygène et en cas de déficit, on passe à une décomposition anaérobie, avec attendant un dégagement de méthane et autres gaz. C'est un autre défi environnemental à maîtriser. Tout à fait. Et cette complexité souligne l'importance d'utiliser des techniques avancées de séparation et de traitement. Les membranes de filtration, par exemple, permettent de retenir les flocs de bactéries, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. Exactement, c'est impressionnant. Cela doit certainement faciliter la gestion de la demande en oxygène et réduire les risques d'émission de gaz à effet de serre par fermentation. Oui, exactement. En intégrant ces méthodes, la filtration physique, la précipitation chimique et la bioassimilation, on obtient un système plus résilient. C'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle pour obtenir un système optimal. Une métaphore très juste. Chaque méthode apporte son grain de sel pour traiter les impuretés, qu'il s'agisse de substances dissoutes comme les orthophosphates ou d'éléments particulaires. Et n'oublions pas les paramètres dimensionnels. La définition des impuretés selon leur taille, dissous, colloïdes, particules, nous guide dans le choix du filtre ou de la technologie adaptée, que ce soit à l'échelle nanométrique ou micrométrique. Oui, c'est fondamental. En effet, la compréhension fine des tailles et des charges, par exemple, aide à sélectionner le bon type de membrane pour les systèmes de microfiltration ou d'osmose inverse. Cela montre que l'ingénierie en aquaculture ne repose pas seulement sur l'alimentation des poissons, mais aussi sur une gestion très précise des flux et des impuretés, d'où la nécessité d'intégrer des aspects de chimie, de biologie et de physique. C'est vraiment une discipline interdisciplinaire. Mais est-ce qu'on peut dire que ces systèmes ne sont pas toujours parfaits? Il y a des défis pour rendre ces technologies plus accessibles pour, disons, des exploitations plus petites? Absolument. Même si ces technologies offrent des possibilités impressionnantes, elles nécessitent une expertise technique et des investissements considérables. Parfois, la simplicité des filtres mécaniques reste la solution la plus économique pour certaines exploitations. En effet. On peut donc conclure qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre innovation, coût et sécurité, tout en gardant la qualité de l'eau comme priorité absolue. Exactement. Et cette dynamique met en lumière l'importance de poursuivre la recherche dans ces domaines, pour développer des systèmes de traitement encore plus efficaces et durables. C'est comme un travail d'équipe entre la nature et la technologie. Oui, c'est une belle collaboration où la compréhension des processus biologiques des poissons guide l'innovation technique pour améliorer l'environnement aquacole. En fin de compte, c'est un parfait exemple de la nécessité d'aborder la durabilité sous plusieurs angles en optimisant à la fois la nutrition, la gestion des déchets et la qualité globale de l'eau. Merci pour cette discussion passionnante et instructive. C'est toujours enrichissant de voir comment chaque détail, du métabolisme aux technologies de séparation, joue un rôle essentiel dans le succès d'un système aquacole.